Bonjour, dans cette vidéo numéro 3 de la partie codage, on va montrer l'importance des méthodes prédictives en compression de données multimédia. Donc l'idée, jusqu'à maintenant, on a vu dans la séquence, dans la vidéo 2, on a vu une méthode très simple de codage de la parole. Bon, la parole est un signal multimédia relativement simple avec lequel on peut commencer à parler du codage. Donc, on a parlé d'une première méthode de codage où on a considéré que chaque échantillon temporel était un peu seul au monde et on a pris chacun des échantillons du signal parole qu'on a quantifié et codé séparément. En pratique, puisque ce sont des données réelles, et donc c'est une succession de points dans le temps, avec un échantillonnage qui est imposé en temps, ces données sont ressemblantes, sont corrélées. Donc on va utiliser dans les méthodes qu'on appelle les méthodes prédictives, on les appelle également, on peut aussi parler de codage différentiel. Et donc dans la suite de cette vidéo, je vais parler de méthode prédictive. On va donc prédire l'échantillon suivant à partir des échantillons précédents. Et on va montrer qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on fait cette opération. Donc l'opération consiste à dire, je ne transmets pas l'échantillon x de n, mais à la place, donc je vais essayer d'estimer, de prédire cet échantillon et je vais voir ce que je peux faire avec une fois que j'ai pu l'estimer. Donc on va l'estimer par l'échantillon, par exemple, précédent. C'est un exemple très simple. Donc, c'est une prédiction d'ordre 1. Avec l'échantillon précédent, je prédis l'avenir, x de n. Mais la prédiction, par exemple, imaginez que x de n égale 128 et x de n moins 1 égale 126. Donc, on va faire une différence. 128 moins 126 est égal à 2. Donc, si je disais que x de n était égal à x de n moins 1, donc 126, je ferai une erreur de prédiction qui serait 128 moins 126 égale 2. Donc ici, nous allons avoir l'erreur de prédiction qu'on appelle également le résidu. Dans la suite des schémas, on va le voir sous la forme d'une appellation, donc avec une notation R comme résidu. Donc résidu, c'est l'erreur de prédiction xn moins xn moins 1. Donc si à la place de xn, je transmettais xn moins 1, je ferai une erreur de 2, 128 moins 126. Et au lieu donc de quantifier l'échantillon x de n, ici, on va quantifier l'erreur de prédiction, le résidu. Donc c'est l'erreur de prédiction qui sera quantifiée et donc l'indice de cette erreur de quantification qui sera transmis par la voie de transmission. Voilà. Donc c'est une prédiction d'ordre 1. Et donc l'idée, c'est de réduire la redondance parce que la différence qu'on va obtenir ici, ou les différences successives, parce qu'au lieu d'envoyer des échantillons temporels, on envoie des différences qui sont des erreurs de prédiction. Les erreurs de prédiction successives seront moins corrélées que les échantillons temporels originaux. Voilà. Donc, on parle encore une fois de blanchiment de données pour aller vers des données de moins en moins redondantes, de moins en moins ressemblantes. On va donc voir maintenant, théoriquement, qu'est-ce qu'on gagne si on fait cette opération-là. On va donc utiliser la relation entre la variance du signal, x, et la variance de l'erreur de prédiction. Donc ici, la variance du signal et la variance de prédiction. Donc, on peut rentrer, bien entendu, dans le détail de ces calculs-là, mais ce qui nous intéresse, pour voir tout de suite le gain de prédiction, c'est le rapport entre la variance du signal et la variance du résidu, qui est donc calculé par cette expression-là. Dans cette expression-là, ρx de 1 est le coefficient de corrélation, ou le coefficient d'autocorrélation d'ordre 1. Qu'est-ce que c'est? C'est calculé à partir de la fonction d'autocorrélation de x, qui est normalisée par la variance du signal. Donc, vous voyez que le coefficient d'autocorrélation, ça correspond à la fonction d'autocorrélation à un facteur près. Donc, on va calculer, pour ce faire, pour calculer ρx de k, on va calculer la fonction d'autocorrélation avec un décalage de k. Donc, k, ici, représente le décalage entre deux fonctions
qui sont les mêmes, hein, puisque c'est une fonction d'autocorrélation, quand on fait le décalage de K échantillons et qu'on fait l'opération donc du produit hermitien ou du produit scalaire entre deux fonctions discrètes ici. Donc, bon, on peut bien sûr utiliser toutes ces opérations-là, hein, normalement avec la stationnarité et l'ergodicité comme propriété, comme hypothèse de départ, on peut facilement calculer pour la parole, puisqu'on a vu que la parole, lorsqu'on est dans la durée d'un phonème, ce signal est stationnaire et ergodique, donc on peut utiliser ces expressions-là pour obtenir la fonction d'autocorrélation d'ordre K et obtenir le coefficient de corrélation d'ordre K. Qu'est-ce que ça veut dire? Le coefficient d'autocorrélation d'ordre K, c'est la ressemblance ou la corrélation qui existe entre un échantillon et celui qui a une distance de K points. Voilà. Donc, dans ce cas précis, si on a fait une prédiction d'ordre 1, comme on a vu dans l'exemple précédent, c'est-à-dire échantillonner, enfin prédire l'avenir avec l'échantillon précédent, juste celui-là, et pas les autres, donc juste celui d'avant, ben, on utilise, c'est la raison pour laquelle ici on utilise le coefficient d'autocorrélation d'ordre 1, qui va donc nous donner la ressemblance, la corrélation entre un point et celui qui le précède ou celui qui le succède. Donc, si on prend un exemple très concret, en prenant ρ x de 1 égale 0,9, donc là, on a fait l'hypothèse qu'on a une source très corrélée, hein, donc une corrélation de 0,9 entre deux points successifs, c'est une corrélation assez forte, et on va obtenir un rapport de variance de 5. Donc, on a un gain de 5. On va donc diminuer la variance du bruit ou la variance de l'erreur de prédiction de 5. Donc, c'est très intéressant parce que si vous diminuez la variance de l'erreur, vous allez donc gagner, par exemple, en qualité si vous avez un débit constant et ou en débit si vous imposez une distorsion, une qualité constante. Donc, plus simple, c'est de le voir sur un exemple. On va prendre l'exemple de débit constant et on va vous montrer pourquoi on gagne en qualité. Qu'est-ce qu'on gagne en qualité? Gagner en qualité, ça veut dire que c'est comme si on disait, bah, on diminue l'erreur de quantification. Pour un débit constant, si on diminue l'erreur de quantification, la qualité à l'arrivée sera meilleure, puisque l'erreur de quantification sera plus petite. Donc on va montrer ça avec un petit exemple. Donc je vais basculer sur ma tablette. Voilà, avec un peu de difficulté technique, on y est quand même arrivé. Donc, on va prendre l'exemple. Imaginez que vous avez x ici, qui est entre moins 32 et plus 32. Donc, c'est sa dynamique. On va appeler ça des dynamiques de x, le signal x. Donc, si on fait maintenant l'hypothèse que quand on a le résidu, hein, R, la dynamique a été divisée par 8, par exemple. C'est-à-dire que la dynamique de R a été divisée et donc la dynamique de x divisée par 8. Autrement dit, vous allez avoir R qui va varier entre moins 4 et plus 4. Donc, grâce à la corrélation entre des échantillons successifs, grâce à la prédiction d'ordre 1, on a obtenu, c'est un exemple pédagogique, on a obtenu donc un rapport de 8. Donc maintenant, on nous dit, on veut avoir un débit constant. Autrement dit, on va prendre par exemple l'exemple de 2 bits, on va avoir 2 bits par échantillon. Voilà
le débit constant. OK. Ça veut dire qu'ici, on va avoir 1, 2, 3 et 4 intervalles. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Si on avait utilisé directement X et on avait mis 2 bits par échantillon, on aurait eu 4 intervalles avec des intervalles. Donc ici, donc avec le pas de quantification qui est donné ici, le pas de quantification qui est donné, qui serait donc égal à 32 divisé par 4, donc qui serait égal à 8. Okay. Maintenant, si on a gagné en dynamique par 8, et on veut toujours 2 bits par échantillon, aussi pour les échantillons du résidu, donc on va pareil, diviser cette dynamique du résidu par 4, et donc on va avoir ici un delta prime de quantification, donc le pas de quantification, qui sera cette fois-ci réduit à 2. Ici, 32, donc on a 16 divisé par 4, donc on va avoir divisé par 2, 0, moins 2, d'accord. Ici, on a 16, 0, moins 16. D'accord, ici, donc c'était, pardon, le pas de quantification était 16. Donc ici, le pas de quantification sera de 2. On aura bien divisé le pas de quantification par 8. Mais l'erreur de quantification, quand on fait une quantification scalaire, c'est majoré par le pas de quantification sur 2. Autrement dit, on va avoir l'erreur de quantification sur le résidu qui sera, et ça c'est l'erreur de quantification sur x, lui, il est majoré par cette expression-là. Vous voyez que l'erreur de quantification sur le résidu, on l'a divisé par 8. Donc on a gagné en qualité tout en respectant un débit constant. Voilà l'idée, l'apport de la prédiction par rapport à une quantification scalaire classique. On utiliserait directement la quantification sur chacun des échantillons sans essayer de regarder ce qui se passe avant. Donc on peut aussi faire le même exemple avec une distorsion constante qui nous donnerait donc un débit qui serait plus petit si on gardait la qualité d'avant. Donc débit constant, on augmente la qualité constante, on diminue le débit. Voilà. Donc ça c'est quand même très important. Maintenant, on va voir un petit point d'attention, parce qu'on ne peut pas faire ça directement. On va se rendre compte qu'on ne va pas pouvoir faire une prédiction directement avec des échantillons originaux. Donc, je vous explique. Donc, ici, imaginons qu'on a le xn, le résidu, qui est égal à xn moins xn moins 1. On a la quantification, donc on va quantifier le résidu par une quantification scalaire, par exemple. On a une erreur qui va être obligatoirement injectée là, et on a ici en sortie de la quantification, on a l'indice qu'on va transmettre. Si on était donc sur 2 bits, comme dans l'exemple que j'ai dessiné tout à l'heure, on serait donc sur par exemple, pour coder le résidu, on aurait 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, donc 2 bits pour coder le résidu. C'est l'indice I qu'on va transmettre et non pas la valeur réelle de quantification. Donc on l'avait déjà vu ça dans la vidéo sur la quantification. Et donc, à l'arrivée, au décodage, on va avoir l'indice I du mot code qui arrive. On obtient à partir, on fait la quantification inverse, on obtient le résidu quantifié. On utilise l'échantillon précédent de la sortie pour arriver à obtenir l'échantillon final, qui sera donc celui qu'on va écouter si on était dans le codage de la parole. Si on fait cette opération, donc yn égale yn moins 1 rq de n, et si on remplace rq de n par l'expression qui est ici, vous allez voir quelque chose d'assez particulier
que l'erreur, parce que ce qu'on veut faire voir, c'est quand même l'erreur qu'on a à la sortie. C'est ça qu'on veut maîtriser. Et l'erreur, c'est obligatoirement l'erreur injectée par cette quantification, parce que c'est uniquement dans l'étape de quantification qu'on a une erreur, pas ailleurs. Voilà. On se rend compte que l'erreur de quantification, pour l'échantillon n, y de n, et bien entendu dépend de l'erreur de quantification quand on a quantifié ce résidu ici, mais pas seulement, intègre également l'erreur précédente de quantification sur l'échantillon n-1. Donc si on fait ça, au bout d'un certain nombre d'échantillons, on va avoir une erreur qui va exploser, donc qui va diverger complètement. Donc on va intégrer l'erreur et ce n'est pas envisageable. Donc l'astuce ici, c'est de faire la chose suivante, c'est au lieu donc d'utiliser ici l'échantillon original xn-1, nous allons ici utiliser l'échantillon yn-1, comme si on avait l'étage de sortie qui était également codé dans l'étape du codage. Donc, donc ça, c'est la partie transmission, la partie réception. Et donc, on va récupérer y-1. Si on le fait, c'est-à-dire que si on prédit xn, non pas à partir de xn-1, mais à partir de yn-1, si on fait les mêmes calculs, on va se rendre compte que l'erreur qu'on fait à la sortie, à l'arrivée ici, ne dépend que de l'erreur de quantification que cette étape de quantification injecte lorsqu'on quantifie le résidu ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé, dans l'étape, dans la transmission même, donc avant de transmettre quoi que ce soit, de générer, également de construire ici l'étage de sortie ou l'étage de réception pour pouvoir générer yn-1 qui servira pour prédire xn. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Cette étape de réception sera copiée dans la partie transmission. Donc, on a Q, l'indice I, Q-1, on a le résidu quantifié, arrive YN, YN-1 évidemment, on fait la somme, ça nous donne YN qui va être utilisé pour l'échantillon suivant, comme YN-1 pour estimer l'échantillon XN. Et donc là, à ce moment-là, on aura l'erreur qui sera uniquement associée à l'erreur de quantification. Donc si on résume ici, si on zoome sur la partie, l'étape ou l'étage de transmission, Xn arrive, donc lorsqu'on a un régime permanent, hein, donc dans le régime transitoire, le premier échantillon, il va être quantifié tout seul parce qu'il n'aura pas de quelqu'un qui va pouvoir le prédire. D'accord. Dans les régimes permanents, on va avoir yn-1 qui va arriver ici, le résidu quantifié, l'indice qui va être transmis, mais il va être aussi utilisé pour récupérer RQ de n, ajouter yn-1 pour ici construire, c'est comme si on était en sortie, construire l'échantillon de sortie ici, qui sera utilisé dans l'étape suivante pour prédire xn d'après. Voilà. Donc ça, c'est le travail qui sera fait, et c'est uniquement dans cette configuration-là qu'on a l'erreur de quantification sera la seule erreur en sortie. Donc toutes les méthodes de compression, parole, audio, images comme JPEG ou vidéo comme H264, comme MPEG-1, MPEG-2, H266 qui vient de sortir en juillet 2020. Je fais cette vidéo en décembre 2020, donc on a reçu récemment, on a la norme H266 qui permet de faire également de la compression vidéo maintenant. Et donc toutes ces méthodes-là utilisent des méthodes prédictives, et chaque fois qu'une méthode prédictive est utilisée, on utilise obligatoirement une prédiction non pas à partir des échantillons originaux x de n-1, mais à partir des échantillons quantifiés yn-. Alors, pour généraliser cette étape-là, on n'est pas obligé d'utiliser qu'un seul échantillon précédent. On peut utiliser un ensemble d'échantillons précédents, d'accord, pour prédire x de n.
Donc, on peut combiner linéairement un certain nombre d'échantillons précédents, hein, yn-1, yn-2, yn-p, pour prédire yn-1 qui va servir ensuite comme prédiction pour x de n. Donc là, on généralise la prédiction, non pas d'ordre 1, mais à d'ordre p. On a utilisé p échantillons précédents pour prédire l'avenir, donc c'est-à-dire x de n. Pour terminer cette vidéo, voici un codage, une méthode ADPCM, donc le GS726, un peu plus élaboré que celui qu'on a vu précédemment dans la vidéo 2, lorsqu'on a quantifié un par un les échantillons sans regarder s'ils étaient corrélés ou pas entre eux. Alors que là, on va utiliser, c'est la méthode, donc c'est le schéma de la norme, GS726, qui permet d'utiliser une méthode prédictive pour améliorer, pour la même qualité plutôt, pour diminuer le débit. Vous voyez, le débit ici, on était, je vous rappelle, à 96 kilobits par seconde sans codage. On est descendu à 64 kilobits par seconde avec une méthode simple de codage, les échantillons codés un par un. Et ici, on fait une méthode prédictive où on arrive à jusqu'à 16 kilobits seulement pour envoyer la parole avec une qualité qui serait la même que celle qu'on avait si on utilisait 12 bits par échantillon, comme on avait vu dans la méthode 1. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais il faudrait l'analyser, vous allez voir qu'on retrouve les différents blocs qu'on a vus dans le schéma générique que je vous ai expliqué en détail tout à l'heure.